second temps aujourd'hui de notre semaine consacrée à Racine, entre dramaturgie du regard, dissection des cœurs et duplicité du langage. Après Michel Rosellini, qui hier nous a livré ses analyses de Britannicus, avant Sylvaine Guyot, qui vous parlera demain de Bérénice, et Patrick Dandré, qui jeudi viendra ausculter Phèdre, c'est aujourd'hui d'Andromaque que nous allons parler, la première tragédie de Racine à être acclamée en 1667 et qui met en scène le conflit mortifère et tragique entre folie passionnelle et rigidité de la loi. Tragédie du souvenir, dont Racine désigne les acteurs sous le nom de fils et filles, d'Hélène, d'Agamemnon ou d'Achille, Andromaque relate la misère de la deuxième génération. Quoi de plus terrifiant pour un enfant que d'entendre sa mère lui dire « Lorsque je te prends dans mes bras, Astyanax, j'embrasse Hector, ton père mort ». Quoi de plus terrifiant que de l'obliger à porter dans son corps un adulte sous la forme d'un cadavre. Les filles et les fils de la guerre passée, la mère veuve ne leur apprend qu'à pleurer ou qu'à mourir encore de la guerre, comme en moururent leurs parents. Non point à la pointe des armes, mais de la maladie mortelle de ce souvenir. Quel est le projet d'Andromaque ? À la fin de la pièce, elle réussit l'exploit d'épouser son ennemi et d'en devenir veuve, de nouveau, pour régner, souveraine, sur les morts et la folie de l'entourage. Veuve à double tête, double reine, des Grecs et des Troyens, responsable noire des assassinats. Son immobilité d'araignée, nous l'appelions, aveugle, persévérance. Sa maladie du temps, indifférente à tout changement, nous en faisions une vertu, la fidélité, mais aussi une connaissance, l'histoire. Cependant, il faut en calculer le prix, mortel. Autour et à cause d'Andromaque, les meurtres se multiplient, tragiques, les désespoirs et la frénésie. Elle seule survivra et régnera, veuve noire, génitrice abusive, saturée d'instinct de mort, araignée répétitive au centre de la toile. Elle dévore à vieilles dents ces jeunes gens beaux et forts qui ne demandent qu'à vivre, à aimer, à espérer dans l'avenir. Bonjour Alain Viala. Bonjour. Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec Michel Serres qui, dans son ouvrage intitulé Andromaque, veuve noire, paru au Cahier de Lerne, dit, le texte que j'ai lu en début d'émission, donc accuse Andromaque de tous les maux et l'accuse surtout derrière une espèce d'adoration du passé, d'être une destructrice de l'avenir. J'aime beaucoup Michel Serres, il le sait, donc je vais dire que non, je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a dans ce que vous venez de dire des intuitions nombreuses qui sont remarquables, et il y a un point sur lequel je vais appuyer mon désaccord. Il accuse Andromaque de dévorer à vieilles dents ces jeunes gens. Mais c'est oublier que Andromaque elle-même est jeune. C'est une jeune femme, Andromaque. Même si la guerre de Troie a duré 10 ans, c'est encore une jeune femme avec un tout petit enfant. C'est aussi peut-être dans ce que les gens de l'époque pouvaient en percevoir, une femme qui a un mérite extraordinaire. C'est pas celui d'être
obsédée par Hector, c'est qu'elle assure la survie d'Astyanax. Et il y a en France une vieille légende qu'on oublie toujours, qui dit que les Français sont les descendants des Troyens. Nous devrions le savoir parce que sur nos timbres-poste, il y a la Marianne avec le bonnet phrygien. Et pourquoi là un bonnet phrygien? Sinon parce que nous aurions des ancêtres lointains du côté de l'Asie, là-bas, de la Phrygie, qui 100 fois a vu la main de Pyrrhus de sang rougi. Et Andromaque, elle est là, d'abord, pour assurer la survie d'Astyanax, qui permettra que, selon cette légende, mais qui est une légende qui, au moment où Racine écrit, a au moins 3 siècles d'âge, Astyanax soit l'ancêtre de ce que seront les Francs et les rois de France. Et il y a cette dimension-là qu'on est bien obligé de prendre en compte aussi. Donc il faut qu'elle survive. Donc Astyanax, rappelons-le, c'est le fils qu'Andromaque a eu avec Hector, qui lui-même a été tué par Achille. Et donc Andromaque se trouve captivée, en tout cas captivée par Pyrrhus, qui lui est le fils d'Achille. Et donc Pyrrhus qui lui propose, au sein de la pièce, un marché, ou qui lui propose peut-être une forme de concession, qui lui dit, bon, si tu veux qu'Astyanax, donc ton fils, survive, alors épouse-moi. Or Andromaque a promis la fidélité totale et absolue à son époux Hector qui est mort, et donc ne peut pas épouser Pyrrhus. Donc elle se retrouve face à ce qui se présente comme un dilemme. Soit elle renonce à son fils qui est le fils d'Hector, mais alors elle a tout perdu. Soit elle épouse Pyrrhus pour sauver son fils, mais alors elle est infidèle à Hector. Oui. Et sur ce point, après avoir dit que je n'étais pas d'accord avec Michel Serres, là je suis entièrement d'accord avec lui. C'est une histoire de 2e génération. Et Andromaque est celle qui doit assurer la transition entre 2 générations, celle qui appartient au passé et qui est déjà disparue. Pyrrhus d'un côté et Achille, Achille d'un côté, le père de Pyrrhus, et de l'autre Hector, son propre époux et le père d'Astyanax, sont morts. Elle appartient à leur génération et elle survit encore. Elle est obligée d'assumer cette transition et c'est une transition qui impose à tous ces gens un passé trop pesant qui les prive de leur liberté d'action. Donc Andromaque est en face d'un dilemme qui est une nécessité pour faire une tragédie. Et ce dilemme, elle le résout d'une façon qui est quand même une façon tout à fait singulière. Réussir à obtenir que Pyrrhus lui fasse serment en l'épousant de sauver Astyanax, et puis elle prévoit de disparaître, de se donner la mort, pour ne pas trahir son époux. C'est une solution assez particulière, et c'est une solution qui, finalement, n'est pas mise en pratique, puisque c'est Pyrrhus qui disparaît le premier. On a donc, de la part de Racine, une invention qui est assez remarquable. Si on compare avec les sources qu'il utilise, il transforme considérablement les modèles qu'il a trouvés chez Euripide. Ça ne se passait pas du tout comme ça. Et il réussit de cette façon-là à concentrer l'attention sur le personnage d'Andromaque, puisque selon qu'elle va dire oui ou non à Pyrrhus, la pièce évoluera d'une façon ou de l'autre. Madame, dites-moi seulement que j'espère. Je vous rends votre fils et je lui sers de père. Je l'instruirai moi-même à venger les Troyens. J'irai punir les Grecs de vos maux et des miens. Animé d'un regard, je puis tout entreprendre. Votre Ilion, encore, peut sortir de sa cendre. Je puis, en moins de temps que les Grecs ne l'ont pris, dans ces murs relevés, couronner votre fils. Seigneur, tant de grandeur ne nous touche plus guère. Je les lui promettais tant qu'a vécu son père. Non, vous n'espérez plus de nous revoir encore. Mur sacré que n'a pu conserver mon Hector. À de moindres faveurs des malheureux prétendent. Seigneur, c'est un exil que mes pleurs vous demandent. Souffrez que loin des Grecs et même loin de vous, j'aille cacher mon fils et pleurer mon époux. Votre amour contre nous allume trop de haine. Retournez à la fille d'Hélène. Et le puis-je, madame? Ah, que vous me gênez. Comment lui rendre un cœur que vous me retenez? Je sais que de mes vœux on lui promit l'empire. Je sais que pour régner elle vint dans les pires.
Le sort vous y voulut l'une et l'autre amener, vous pour porter les fers, elle pour en donner. Cependant, ai-je pris quelque soin de lui plaire? Et ne dirait-on pas, en voyant, au contraire, vos charmes tout-puissants et les siens dédaignés, qu'elle est ici captive et que vous y régnez? Lorsque dans la scène 4 de l'acte 1, Alain Viala d'Andromaque, Pyrrhus vient demander sa main à Andromaque, alors d'une manière un peu détournée, puisqu'il lui présente les choses, il lui présente le mariage comme étant la seule façon pour Andromaque de maintenir son fils Astyanax en vie. On est là donc au début de la pièce. L'extrait qu'on a entendu était une interprétation d'une mise en scène de Daniel Mesguich avec Laurent Natrala dans le rôle de Pyrrhus et Claude Mathieu dans le rôle d'Andromaque. Cet échange-là donne à entendre quelque chose de très particulier, puisque en réalité Pyrrhus, on l'a entendu, c'était le dernier vers de l'extrait, dit d'Hermione, puisqu'Andromaque le renvoie à Hermione. Elle lui dit « mais tu es promis à Hermione, donc épouse Hermione et laisse-moi tranquille ». Pyrrhus lui dit « non, mais ne te rends-tu pas compte que en réalité, c'est Hermione qui est captive et que c'est vous qui régnez. Elle est ici captive et vous y régnez. » Est-ce qu'en réalité, Alain Viala, on ne peut pas considérer que le fait qu'Andromaque soit captive et donc que sa liberté soit limitée n'est pas en fait la meilleure preuve de sa liberté, puisque Andromaque a la liberté, elle, de se suicider, alors que les autres personnages, eux, sont sous l'emprise de leur passion. Et donc finalement, l'absence de liberté physique d'Andromaque serait la meilleure preuve de sa liberté, disons, morale. Au sens sartrien, oui. La liberté dans la contrainte, oui, par excellence. Dans le cas d'Andromaque, on peut effectivement affirmer que Andromaque est libre, puisque elle n'a qu'une chose à perdre, Astyanax, et qu'à partir de là, elle peut opérer des choix qui sont assez clairs pour elle. Mais en même temps, il y a un point sur lequel j'ai envie de modifier un peu ce que vous disiez, et en même temps de revenir sur le titre de l'ouvrage de Michel Serres, La Veuve Noire. Je ne crois pas qu'Andromaque soit sans passion, et je ne crois pas qu'Andromaque soit une veuve noire. On a souvent vu des mises en scène avec Andromaque vêtue de noir, ce qui serait le symbole du deuil et donc du poids du passé. Mais j'ai participé à la réalisation il y a quelques années d'une mise en scène d'Andromaque, et évidemment je l'ai habillée en blanc. Je l'ai habillée en blanc d'abord parce que dans l'Orient le blanc est la couleur du deuil, et ensuite parce que le blanc désigne la passion propre à Andromaque, parce qu'Andromaque a elle aussi une passion. Si on entend bien par passion, non pas le sens moderne où la passion c'est l'amour fou, non, mais le sens d'origine tel qu'il était du temps de Racine, passion c'est ce qui est le mouvement compulsif de l'âme de chaque personne ou de chaque personnage, de ceux qu'on appelait les caractères, c'est-à-dire les façons de représenter. Et Andromaque est une pièce remarquable parce qu'on a 4 protagonistes et chacun de ces protagonistes incarne une de ces pulsions, de ces tendances dominantes qu'on appelait à l'époque de Racine des passions. Alors quelle serait-elle, cette passion d'Andromaque ? On va commencer, tiens, on va l'approcher en faisant un petit détour. Rappelez-vous, au début, on a un dialogue Oreste-Pylade. Pylade dit qu'il était très inquiet de ce que devenait Oreste, et il dit « Surtout, je redoutais, Seigneur, cette mélancolie où j'ai vu si longtemps votre âme ensevelie. » Oreste, c'est un mélancolique. La mélancolie, c'est une passion très précise dans l'anthropologie de cette époque-là. « Pyrrhus, tu sais qu'elle est Pyrrhus, dit Andromaque à sa suivante, tu sais qu'elle est Pyrrhus, violent mais sincère. » Ça aussi, ça nous renvoie à une passion très précise. Hermione, c'est la jalouse et la colérique. On a donc un mélancolique, un sanguin avec Pyrrhus, une colérique avec Hermione et avec Andromaque. Avec Andromaque, on a une femme qui pleure. Ce qui est la caractéristique de ce que l'on appelait à l'époque la passion, mouvement de l'âme, maladie de l'âme dominante chez les femmes, qui est la lymphe. Et Andromaque, c'est une obsédée du passé par tempérament. Et ce qui est remarquable pour moi dans cette pièce, c'est que de façon très simple, Racine met en présence ce que l'on considérait à l'époque comme les 4 tendances fondamentales de l'être humain, les 4
passions fondamentales ou les 4 humeurs fondamentales, et puis il les fait jouer entre elles et les unes contre les autres. Et du coup, Andromaque fait de ses larmes une arme. Quand elle pleure, Pyrrhus cède. D'abord, il la repousse parce que c'est un violent, mais ensuite il revient vers elle et il revient essayer de la consoler et en même temps de la menacer. Enfin, c'est un jeu assez compliqué et pervers de sadomasochisme d'une certaine façon. Mais alors, si Andromaque fait de ses larmes une arme, c'est donc qu'elle est libre d'en faire une arme, qu'elle n'est pas asservie à son propre tempérament. Est-ce que ça ne vient pas contredire ce que vous venez d'avancer? Vous dites qu'Andromaque est elle aussi soumise à son propre tempérament. En réalité, si elle se sert de ses larmes comme une arme, c'est donc qu'elle a le choix, elle, de ses moyens, à la différence des autres personnages qui ne peuvent que mettre en œuvre ce que leur passion amoureuse destructrice les guide, les conduit à faire. Oui, mais... Yes, but. Mais Andromaque ne le fait pas pour son compte, elle le fait pour sauver Astyanax. Alors que les autres personnages cherchent leur satisfaction. Si l'on continue à parler avec le langage de l'époque, et puis je crois que c'est important de retourner vers le langage de l'époque pour de temps en temps mesurer la différence et savoir ce que, à travers cette différence, un texte comme ça, une œuvre comme ça, une pièce comme ça, quand on la voit représentée, peut nous dire aujourd'hui, en quoi elle peut nous toucher. Donc si on reprenait le langage de l'époque, on dirait que Pyrrhus, Oreste et Hermione sont habités par la concupiscence, le désir de satisfaire ses propres pulsions. Que Andromaque, elle, est habitée par la bienveillance, c'est-à-dire le souci de faire le bien de quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre en question étant Astyanax. Et je signale à nos auditeurs, s'ils n'en sont pas familiers, que ça vaut la peine des fois de lire par exemple le traité des passions de l'âme de Descartes, où il explique très bien ce que c'est que concupiscence et que bienveillance. Je ne sais pas si Racine avait lu Descartes, mais comme Descartes reprend des catégories qui remontent à une première synthèse faite par Thomas d'Aquin, on peut penser que ça circulait assez bien. Et Descartes explique très froidement que la concupiscence peut consister à désirer un trésor, une belle femme ou un beau cheval. Que donc l'objet est non pas défini comme une différence de nature, l'objet est défini par une fonction, c'est ce qui sert à la satisfaction du désir personnel. Et avec Pyrrhus, Oreste et Hermione, on a des formes de désir personnel très très évidentes. Andromaque n'a pas de désir. Alors si elle a une liberté, je reviens à votre point de discussion, si elle a une liberté, c'est dans son absence de désir concupiscent, de désir de satisfaction personnelle, son entier dévouement à quelqu'un d'autre, en l'occurrence son fils. Donc oui, Andromaque, elle calcule, elle prévoit une opération assez compliquée pour sauver son fils. Donc en ce sens, elle a une liberté. Mais cette liberté n'est pas une liberté comme ça, en soi. Elle n'est certainement pas comme ça, en soi, comme vous dites, puisqu'elle est surtout, elle est au service de valeurs. C'est peut-être ça la grande différence aussi entre Andromaque et les autres personnages. C'est que ce n'est pas seulement au nom de son époux défunt qu'elle veut sauver Astyanax, son fils, puisque sinon ce serait encore une forme une manière d'agir au nom de l'amour comme tous les autres personnages, mais c'est aussi au nom de certaines valeurs, plusieurs valeurs d'ailleurs, une espèce d'exigence de respect de la loi, qui est supérieure, qui lui est dictée, qu'elle ne veut pas remettre en question, et puis aussi peut-être une sorte de valeur de fidélité et de fidélité face à une promesse qu'elle a faite à son époux qui est défunt. On est là dans un registre qui est bien différent de celui du tourment amoureux. Oui, c'est très vrai. C'est très vrai, la promesse qu'elle a faite à Hector au moment où Hector partait au combat contre Achille, elle doit l'assumer. Et il y va de sa dignité. Mais en même temps, je vais raisonner un peu à l'envers sans aller à l'encontre. Si je raisonne un peu à l'envers de la proposition qu'on vient de formuler, l'histoire d'Andromaque, pour les spectateurs de l'époque, à la différence de certains spectateurs d'aujourd'hui ou de certains lecteurs d'aujourd'hui, à l'époque c'est une histoire connue. Donc quand on va voir la pièce, on a déjà une idée de ce qu'est le noyau de cette affaire. Et Racine
invente à partir de ce noyau. Du coup, ce qui est nécessaire pour lui, c'est de construire des personnages qui assument ce qu'ils doivent construire eux-mêmes dans leur fonction. Il faut que Pyrrhus meure, il faut que Andromaque pleure sur le tombeau d'Hector, il faut qu'Oreste devienne fou. On a donc une série de nécessités qui sont imposées. Là, il ne s'agit plus de la liberté des personnages, il s'agit de la liberté de l'auteur, qui construit la liberté des personnages en fonction de ce qu'est sa marge de liberté à lui. Et au moment où Racine écrit la pièce d'ailleurs, et Andromaque est peut-être la mise en œuvre par excellence du caractère novateur de l'écriture de Racine, puisque cette nécessité engendrée par les passions que vous décrivez a pour corollaire une position, disons, anthropologique. Il faut avoir une certaine conception de l'être humain pour penser que ces passions ont un tel pouvoir, alors peut-être qu'il a lu Descartes ou pas, mais en tout cas, en effet, pour penser que les passions ont un tel pouvoir qu'elles vont commander entièrement nos actions, donc aliéner notre faculté de décider. Et quand il fait cela, Racine prend sa distance vis-à-vis d'une tradition dans laquelle il s'inscrit, qui est une tradition, disons, galante, où l'homme est un chevalier, où il y a un certain rapport à l'amour et au sentiment qui est complètement différent de celui qu'il met en œuvre au sein de cette pièce. Oui, alors Racine, il faut peut-être le rappeler. Non, il faut le rappeler, c'est pas peut-être, allez, rappelons-le. Racine commence sa carrière, non pas par le théâtre, mais par des poésies. Il écrit des poésies religieuses quand il est élève des jansénistes à Port-Royal, mais il écrit pour le roi et la reine des poésies galantes à l'occasion du mariage du roi et de la reine. Il écrit une première pièce perdue, qui n'a jamais été jouée, et le manuscrit n'a pas été conservé, qui est une pièce galante. Ensuite, il fait son premier succès, sa première pièce n'a pas un grand succès, son premier succès, c'est Alexandre le Grand, qui est une pièce, elle aussi, galante. Et qu'est-ce que c'est que la galanterie à l'époque ? Allez, j'en dis 3 mots. Le premier, c'est que c'est un phénomène extrêmement répandu dans les classes sociales privilégiées. Le deuxième, c'est que c'est à la fois une éthique et une esthétique. C'est une morale de la galanterie, respect de la femme, comportement chevaleresque, vous venez de le rappeler, maîtrise de soi. Et troisième mot, c'est que la galanterie, c'est le style culturel, style serait le mot le mieux approprié, de la cour à cette époque-là. Louis XIV, quand on fait des ballets de cour, par exemple le ballet de la galanterie, danse le personnage du galant, et il y a une mode forte que Racine reprend et qu'il transforme. Et dans la façon dont il le transforme, il y a quelque chose, dans le cas d'Andromaque, demain vous parlerez de Bérénice, il y a des choses un peu semblables dans Bérénice, mais dans le cas d'Andromaque, il y a des choses tout à fait extraordinaires du point de vue de l'écriture de Racine. Il reprend quelquefois des images, des métaphores du langage à la mode qui sont les plus usuelles qui sont restées d'ailleurs. Après tout, les feux de l'amour, ça faisait il n'y a pas si longtemps encore le titre d'un feuilleton de télé un peu, mon Dieu, comment dire, fastoche, facile, passe-partout. Bon, les feux de l'amour, la flamme, ce sont des métaphores on ne peut plus banales. Si on regarde dans Andromaque ce qu'en fait Racine, quand Pyrrhus explique à Andromaque qu'il faut absolument qu'elle cesse de le faire souffrir, qu'est-ce qu'il lui dit ? Mais que vos yeux sur moi se sont bien exercés. C'est une phrase géniale. Les yeux qui sont le canal de l'amour. Ça aussi, c'est d'une banalité parfaite. Racine met juste une petite pointe supplémentaire en précisant que ça marche comme un arc. Les yeux qui s'exercent, c'est les yeux qui lancent des flèches. Et puis, Pyrrhus en vient à dire... Vaincu, chargé de fer, de regrets consumés, l'amoureux qui est esclave de celle qu'il aime, chargé de fer, c'est banal. Vaincu, chargé de fer, de regrets consumés, brûlé de plus de feu que je n'en allumais. Vous avez l'air de le dire avec ironie. Vous pensez qu'il y a une utilisation ironique de ce vocabulaire galant au sein dans l'écriture de Racine ? Au contraire.
je m'amuse à retravailler sur le mode ironique des choses pour lesquelles, à mon avis, il faut d'abord prendre un peu de distance pour mieux y entrer ensuite. En procédant comme ça, Racine reprend le brûler de plus le feu que je n'ai allumé. C'est même pas une invention de sa part. Mais passons, on ne va pas faire là de l'érudition qui ne servirait à rien. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, Pyrrhus commet une figure de style impossible, puisqu'il prend brûler de plus de feu. En ce qui le concerne, ce sont les feux de l'amour, que je n'en allumais les feux qui sont l'incendie, qu'il a lui-même allumé pour détruire Troie et massacrer ce qui restait de la famille d'Andromaque. Il met sur le même plan une réalité et une métaphore. En repartant de l'imagerie galante, il produit quelque chose d'extraordinaire, et c'est là que le style racinien a des capacités remarquables. C'est que Pyrrhus prend une métaphore au pied de la lettre, comme si elle était absolument le moyen de désigner une réalité, et du coup, c'est la tragédie. La tragédie naît du langage parce qu'il perd la mesure de la métaphore, il perd la distance, c'était pour ça, mon petite ironie tout à l'heure, c'était la distance, parce qu'il perd la distance, il perd la mesure, il entre en tragédie, au sens premier. La tragédie, depuis les Grecs, c'est l'hubris, c'est-à-dire la démesure. Alors, un bon exemple de cette démesure, de la façon dont la métaphore du langage peut produire le tragique, est la réaction d'Andromaque à la scène 8 de l'acte 3, lorsqu'elle décide d'aller consulter son époux pour savoir si elle va pouvoir ensuite épouser Pyrrhus, et écouter la façon dont elle-même exprime son tourment et le dilemme qui est le sien. Eh bien, allons donc voir expirer votre fils. On n'attend plus que vous frémissez, madame. Ah, de quel souvenir viens-tu frapper mon âme? Quoi, ces fils, j'irai voir expirer encore. Ce fils, ma seule joie et l'image d'Hector. Ce fils que de sa flamme il me donna pour gage. Et là, je m'en souviens le jour que son courage lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas. Il demanda son fils et le prit dans ses bras. « Chère épouse, dit-il en essuyant mes larmes, j'ignore quel succès le sort garde à mes armes. Je te laisse, mon fils, pour gage de ma foi. S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi. Si d'un heureux hymen la mémoire t'est chère, montre au fils à quel point tu chérissais le père. » Et je puis voir répandre un sens si précis. Et je laisse Avec lui périr tous ses aïeux. Roi barbare, faut-il que Mon crime l'entraîne? Si je te hais, est-il coupable de... ma haine. T'a-t-il de tous les siens reproché le trépas? S'est-il plaint Tes yeux, des mots qu'il ne sent pas? Mais cependant, mon fils, tu meurs si je n'arrête le fer que le cruel tient levé sur ta tête. Je l'en puis détourner, je t'y vais offrir. Non, tu ne mourras point, je ne le puis souffrir. Allons trouver Pyrrhus. Mais non, cher ses fils, va le trouver pour moi. Que faut-il que je dise? Eh bien, va l'assurer. De quoi? De votre foi? Hélas, pour la promettre, est-elle encore à moi? Oh, cendre d'un époux, oh, Troyen, oh, mon père. Oh, mon fils, que tes jours coûtent cher à ta mère. Allons, Où donc, madame, et que résolvez-vous? allons sur son tombeau consulter mon époux. En notre tour de Babel, laquelle est la plus belle, la plus aimable parmi les femmes de vos amis? Laquelle est votre vraie nounou, la petite sœur des pauvres de vous, dans le guignon toujours présente? Quelle est cette fée bienfaisante? C'est pas la
femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Et quand on vous prend la main, ça... Vous écoutez France Culture, il est 10h30. Vous êtes sur le nouveau chemin de la connaissance où nous parlons de Racine. Nous parlons de 4 tragédies de Racine cette semaine. Aujourd'hui, d'Andromaque en compagnie d'Alain Viala, à qui l'on doit plusieurs livres consacrés à Racine et aussi un ouvrage sur le théâtre, coécrit avec Daniel Mesguich qui met en scène la captation que nous diffusons aujourd'hui pour cette émission sur Andromaque. Donc un livre sur le théâtre qu'on trouve au PUF, également une biographie de Racine intitulée La stratégie du caméléon qu'on trouve aux éditions Segers-Lafont. Et enfin, dans peu de temps, on trouvera une réédition du théâtre complet de Racine dans la collection classique chez Garnier. Quelle est celle qui remue tout Paris pour qu'on lui fasse au plus bas prix des funérailles gigantesques, pas nationales, non mais presque. C'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile, non, non. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de Benjamin. C'est pas la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Et quand vient le mois de mai, le joli temps d'aimer, que sans écho dans les cours, vous hurlez à l'amour. Quelle est celle qui vous plaint beaucoup? Quelle est celle qui vous saute au cou? Qui vous dispense sa tendresse, toutes ces économies de caresse? Oh, c'est pas la femme de Bertrand, pas la femme de Gontran, pas la femme de Pamphile. C'est pas la femme de Firmin, pas la femme de Germain, ni celle de... Encore moins la femme de Nestor, non, c'est la femme d'Hector. Ne jetez pas les morceaux de vos cœurs au pourceau. Perdez pas votre latin au profit des pantins. Chantez pas la langue des dieux pour les balourds, les fesses Mathieu, les paletoquets, ni les bobèches, les foudriquets, ni les pains bêches. Ni pour la femme de Bertrand, pour la femme de Gontran, pour la femme de Pamphile. Ni pour la femme de Firmin, pour la femme de Germain, ni celle de Benjamin. Ni pour la femme d'Honoré, ni celle de Désiré, ni celle de Théophile. Encore moins pour la femme de Nestor, mais pour la femme d'Hector. Alain Viala, revenons sur cette question de la fidélité d'Andromaque, fidélité qui est chantée également dans la chanson de Brassens, ici reprise par Barbara, la femme d'Hector, est celle qui est la plus fidèle. Lorsque, dans l'extrait qu'on a entendu juste avant, donc je le rappelle, dans la scène 8 de l'acte 3, on y entendait Andromaque confier à ses fils, donc sa suivante, ses fils, ses troubles concernant la situation dans laquelle Pyrrhus la met, à savoir, doit-elle l'épouser pour sauver son fils ou non? On a quand même l'impression, et je rebondis sur ce que vous disiez avant, en disant que Andromaque faisait de ses larmes une arme, qu'Andromaque sait pertinemment ce qu'elle va faire et qu'elle joue quelque part, elle mime l'indécision en invoquant le souvenir d'Hector qui est là, qui a une présence fantomatique puisqu'il est mort. Mais c'est au nom de la promesse qu'elle lui a faite que Hector continue d'avoir du pouvoir sur elle pour finalement dire « Allons sur son tombeau consulter mon époux ». Elle sait très bien ce qu'elle va faire, elle y va pour le geste. Est-ce qu'il n'y a pas ici un jeu d'Andromaque avec elle-même qui viendrait alors peut-être non pas tant venir corroborer la thèse que je vous avançais de la liberté d'Andromaque, mais plutôt de celle de sa duplicité. Andromaque a une idée derrière la tête. Non seulement elle n'est pas soumise à une passion qui la contraint, mais en plus de cela, elle joue avec les personnages et avec elle-même. Vous reprenez l'idée initiale du texte de Michel Serres, l'araignée au milieu de sa toile. Je ne sais pas. Sans en faire une veuve noire pour autant, elle n'a pas forcément cette portée destructrice. Mais... Non, je ne sais pas. Ce que je sais, qui irait dans votre sens, c'est que dans l'extrait que l'on a entendu il y a un instant, il y a les paroles d'Hector et il y a les paroles d'Andromaque et de ses fils. Or, il y a, je suis désolé parce que ça fait des mots embêtants à prononcer, mais il y a 2 fois le mot foi. Il s'agit d'engager sa foi. Et il s'agit d'assumer cette foi. Et il y a aussi le propos d'Hector qui dit à Andromaque que s'il meurt, il souhaite que son fils retrouve un peu de lui en elle, qu'il me retrouve en toi. C'est quoi cette foi et cette incarnation, me retrouver en toi? Ça veut dire qu'Andromaque a une responsabilité politique. Et je pense qu'une autre dimension, vous voyez, je joue beaucoup la perspective anthropologique historique là, dans mon propos. Je choisis de m'installer un peu dans cette ligne-là. À l'époque, ça veut dire quoi? Un roi, une reine, à l'époque, c'est un corps double.
c'est un corps humain, normal, qui vit des moments heureux, des moments tristes, qui vit des joies, qui vit des peines. Et puis c'est un corps de roi et de reine, c'est-à-dire que c'est un corps symbolique, qui est là pour porter, pour assumer des rôles qui sont ceux des rois et des reines. Hector a confié à Andromaque un rôle, une fonction, une mission. Elle doit veiller à tout prix sur Astyanax et lui servir, entre guillemets, de père, qu'il me retrouve en toi. Elle a donc une mission, et cette mission est nécessairement une mission politique. Il s'agit de sauver l'héritier de la famille, du trône, du peuple que représente Astyanax. Donc Andromaque a un corps politique. Et de notre côté, Andromaque a son corps à elle. Alors je ne sais pas si elle sait déjà ce qu'elle va faire, mais ce que je sais, c'est que, discussion avec Daniel Mesguich, mon cher ami Daniel, est-ce que Andromaque est un peu amoureuse de Pyrrhus ou pas? Est-ce qu'elle est attirée par Pyrrhus ou pas? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que ce qu'elle nous montre, ça n'est pas les sentiments d'une personne. C'est un personnage dans lequel le corps symbolique, politique, et le corps privé, personnel, ont du mal à trouver le moyen d'être ensemble. Et ce que propose Andromaque comme solution, c'est d'épouser Pyrrhus, donc de devenir reine d'Épire. Là, on est dans l'espace du corps politique, du corps symbolique. Et au nom de ce symbole, Pyrrhus sauvera peut-être Astyanax. Et puis, ce corps privé qui l'a fait souffrir, elle va le supprimer, elle va se suicider, résoudre ce conflit. Et la tragédie, comme disait un certain auteur tragique du XXe siècle, c'est une reine qui a des malheurs. Il jouait sur les mots quand il disait cela. Mais avec Andromaque, on en a un exemple tout à fait parfait. C'est une reine qui a du mal à assumer son statut de reine, qui en plus est prisonnière, qui doit sauver son fils, qui a toute une mission politique difficile à vivre et qui la vit dans la douleur. Alors peut-être qu'elle a... Quand la pièce commence, ça fait un moment que la situation couve. L'arrivée d'Oreste pour réclamer Astyanax déclenche la crise, mais peut-être que Andromaque a déjà eu le temps de réfléchir, de mûrir ses idées. En tout cas, cette difficulté que vous pointez à faire coïncider son corps privé avec le corps politique qu'elle incarne, et donc dans une portée plus symbolique, montre bien la duplicité propre à Andromaque. J'emploie ce terme à dessein, puisqu'il me semble que c'est aussi une des composantes des personnages raciniens, que de certains d'entre eux en tout cas, que de n'être pas toujours réductible à des composantes claires et constantes du début à la fin de la pièce, mais qu'il y a ce jeu au sein d'eux-mêmes, entre leur âme et leur corps parfois, entre leur regard et leur cœur. On parlait de Britannicus hier, donc la fameuse scène où Junie parle à Britannicus en se sachant épié par Néron, et donc met en place un double jeu du discours et du regard. Cette duplicité-là est quand même propre, il me semble, au personnage de Racine à l'époque où il écrit. Le fait qu'on ne sache pas, en tout cas qu'il puisse y avoir discussion autour du fait, autour de la question de savoir si Andromaque soit amoureuse de Pyrrhus ou non, est quand même révélateur en tant que tel. Le fait qu'on ne puisse pas savoir, qu'on puisse douter de la nature des sentiments d'Andromaque pour Pyrrhus, est très intéressant en tant que tel, dramatiquement et même anthropologiquement, puisque vous teniez cette perspective-là pour réfléchir sur le texte. C'est passionnant. On a là des personnages qui sont extrêmement riches et complexes. Vous avez dit duplicité, et si on disait triplicité? Je blague un peu, mais si on regarde l'édition qu'a faite Georges Forestier il y a une douzaine d'années dans la Pléiade, il a choisi de prendre les premières versions des textes de Racine, donc les textes tels qu'ils étaient au moment de leur création, et si on regarde ce que ça donne par rapport à la version finale, on s'aperçoit que dans Andromaque en particulier, il y a quelques complications supplémentaires. Vous vous souvenez peut-être que le personnage d'Oreste, au début, dit qu'il se livre en aveugle. C'est le moment où la fatalité tragique se mettrait en place, là. Il se livre en aveugle. Dans la première version, c'était « Je me livre en aveugle au transport
qui m'entraîne. Donc là, on était du côté des passions, des pulsions, des sentiments exacerbés. Dans la version revue plus tard par Racine, et qui est celle que souvent on retient aujourd'hui, il dit « Je me livre à un aveugle au destin qui m'entraîne ». Alors, est-ce que c'est un personnage suicidaire parce qu'il a le sentiment que son destin est noué d'avance, ou est-ce que c'est un personnage délirant parce qu'il se laisse aller à ses pulsions? Oui, est-ce que la contrainte est intérieure ou extérieure? Voilà, c'est exactement un cas où on complique encore un peu les choses. Mais en ce qui concerne Andromaque elle-même, puisqu'aujourd'hui, à propos de la pièce Andromaque, c'est autour du personnage de cette femme extraordinaire qu'on concentre l'attention, puisque après tout, les 4 émissions vont à chaque fois avoir un personnage féminin extraordinaire en leur cœur même. Voilà, nous parlons de Bérénice demain et Phèdre jeudi. Et oui, nous avons vraiment là des femmes exceptionnelles. C'est bien une des dimensions remarquables du théâtre de Racine. Ce personnage d'Andromaque, dans la première version, qu'est-ce qui se passait? Oreste tuait Pyrrhus, enfin, l'escorte d'Oreste tuait Pyrrhus, et puisque tout ça se passait là, sur les lieux de la cérémonie du mariage, s'emparait d'Andromaque. Et puis, Oreste revenait trouver Hermione à la fin, pour lui dire « Voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé ». Et Hermione le repousse. Mais il ramenait avec elle, prisonnière à nouveau, donc elle était 2 fois prisonnière, il ramenait Andromaque. Et Hermione libérait Andromaque. Dans un geste de noblesse d'âme, elle l'a libéré. Racine, dans la version finale, a supprimé cette scène, enfin ce morceau de scène, et fait d'Andromaque une femme d'une décision remarquable. Alors là, je crois que on a une Andromaque qui est à la fois triple et simple. Triple parce que, après avoir été la mère dévouée et la veuve éplorée, après avoir balancé entre les deux, elle devient la reine dominante. Et simple parce que, après tout, c'est sa fonction. Elle est une reine. Et du moment qu'elle a, par le mariage, accédé au pouvoir, elle venge le roi qui était son époux depuis quelques minutes. Elle prend le pouvoir, elle assure la survie de son fils, de sa famille et des descendants de Troie. Autrement dit, elle a un rôle politique considérable. Ah, Seigneur. Quoi, Pyrrhus, je te rencontre encore. Trouverai-je partout un rival que j'abhorre? Percé de tant de coups, comment t'es-tu sauvé? Tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. Et que vois-je à mes yeux? Hermione l'embrasse. Elle vient l'arracher au cou qui le menace. Quels affreux regards elle jette sur moi. Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez-vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez, à vos fureurs, Oreste s'abandonne. Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate mieux que vous saura me déchirer. Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. Alain Viala, comment comprendre cette importance du serpent? Alors, avec ce vers ultra connu qu'on vient d'entendre
Oreste, qui est ici interprété par Éric Génovese, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, mais au-delà, plus loin, plus largement autour de ce vers, le terme de serpent apparaît juste avant, et on le trouve dès le début, dans la bouche d'Oreste, toujours, lorsqu'il parle à Pyrrhus, et qu'il parle de l'enfant d'Andromaque, et il dit vous-même de vos soins craignez la récompense, et que de votre sein, ce serpent élevé ne vous punisse un jour de l'avoir conservé. Ce qui est peut-être remarquable, c'est que toute une phraséologie des procès soviétiques est aussi bien citée Racine. Les vipères lubriques qu'on porte dans son sein. C'est ça qu'il dit au reste, là, en termes à peine modernisés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le serpent, il représente ici, me semble-t-il, deux choses. D'une part, la figure du mal par excellence dans tous les mythes, que ce soit le mythe de la Gorgone et sa chevelure de serpent, que ce soit le mythe de Python, le mal absolu, fils de la discorde. À chaque fois, on a affaire à des serpents. Donc, il y a un mythe mobilisé pour représenter le monde infernal, et puis ça fait un vers avec une harmonie imitative bien connue pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Mais Oreste lui-même est un serpent. Pourquoi Oreste est-il un serpent ? Pyrrhus, je récapitule brièvement, mais Pyrrhus, c'est un roi qui décide qu'il pourrait changer d'allié. Il est roi d'Épire. L'Épire, c'est une partie un peu extérieure de la Grèce. Il s'est allié aux Grecs, il veut s'allier à d'autres. Mais Oreste, lui, c'est un ambassadeur qui a demandé à être ambassadeur et qui trahit sa mission. Et qui a demandé à être ambassadeur par calcul perfide. Pour récupérer Hermione, dont il est amoureux. Hermione. Donc, il se comporte en serpent. Et il y a, on va se donner un dernier vers, le conseil que lui donne Pylade avant qu'il rencontre Pyrrhus: plus on veut les brouiller, plus on va les unir, presser, demander tout pour ne rien obtenir. Pensez à ce que ça signifie pour un ambassadeur que de demander tout avec la ferme intention de ne rien obtenir, donc de ne pas négocier. Sont-elles prêtes pour les serpents qui sifflent sur vos têtes? Je n'aspire aucun effroi à vos fureurs. Oreste s'abandonne. Voilà le cœur qu'il vous faut déchirer. Voilà le cœur qu'il vous faut dévorer. Dieu d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Mais non! Laissez faire, Hermione, laissez faire, Hermione. Fille d'enfer, laissez faire, Hermione, laissez faire, Hermione. L'ingrate, mieux que vous. Merci beaucoup Alain Viala d'être venu nous parler de Racine aujourd'hui, et d'Andromaque en particulier. Donc je renvoie les auditeurs à plusieurs de vos ouvrages. Donc un livre consacré au théâtre, qui s'appelle Le Théâtre, tout simplement, aux éditions PUF, coécrit avec Daniel Mesguich, une biographie de Racine intitulée La stratégie du caméléon. C'est un très beau titre, qu'on trouve aux éditions Segers-Lafon. Et puis bientôt sera disponible une réédition du théâtre complet de Racine chez Classique Garnier. Merci. Et c'est sur l'air de la folie d'Oreste de Grétry que nous passons le micro à François Nudelman. Il est 10h50, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est l'heure du journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. En 20 ans, le De Rerum Natura de Lucrèce a fait l'objet d'une dizaine